hein, pour y aller. Ça tombe bien, nous on est en 2 chevaux, donc le 30 km/h ne nous fait pas peur. En revanche, pour ce qui est des auditeurs, rappelez-nous la question d'été, chère Éléonore. Donc 30 km/h en ville, faut-il généraliser la mesure à tous les centres-villes? Seuls 20% de nos auditeurs sont pour, tandis que 81% ont tendance à être contre, du coup. Un cinquième. Hein, et voilà. en période pré-campagne électorale, je suppose que ça agite aussi dans les esprits de nos hommes politiques de savoir ce qui emportera l'adhésion des Français. Allez, on va immédiatement poser la question à 2 spécialistes. Avec nous en ligne ce matin au téléphone, Pierre Wallet. Bonjour Pierre Wallet. Bonjour. Pierre, vous êtes adjoint au maire de Bègles en Gironde. C'est dans l'agglomération de Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et en charge de la transition écologique. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais grosso modo, les villes qui ont pris déjà cette mesure avant Paris le 30 août, Nantes, Lorient, certains quartiers de Lille, Bègles, on le citait, Angers, qu'on aurait bien aimé avoir avec nous, mais voilà, c'était un peu compliqué pour eux. Grenoble, enfin, on va dire qu'il y a une forte connotation, couleur écologiste autour de ces villes. Est-ce que c'est normal pour vous que ce soit les écologistes qui prennent cette mesure ? Alors, d'une part, le passage en ville 30, au-delà d'être un enjeu de transition écologique, effectivement, comme vous le disiez, c'est surtout un enjeu de sécurité routière et de meilleur partage de la voirie entre tous les types de déplacements. Donc on parle aujourd'hui de véhicules motorisés, mais il y a aussi la part de la marche en ville, la part du vélo en ville. Et effectivement, comme vous le disiez précédemment, ce sujet de passage en ville 30, c'est quelque chose qui n'est pas forcément duplicable partout. Par contre, c'est duplicable sur beaucoup d'endroits, et notamment sur des cœurs urbains assez denses, sur des trajets qui en général vont être plutôt courts. C'est pour ça qu'on passe en ville 30 pour inciter au report modal. Oui, mais Pierre Wallet, même quand on parle effectivement de partage de la voirie, et on va peut-être parler d'accidentologie aussi, puisqu'on sera tout à l'heure également en présence de Daniel Quérault, qui est le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Pierre Wallet, dans ces mesures de partage de la voirie, on se dit que c'est pour partager avec les cyclistes, notamment les piétons. Donc ce sont aussi des mesures à couleur écologiste, parce qu'on sait que favoriser le cycle en centre-ville, c'est aussi une mesure très verte. C'est vrai. Ensuite, un exemple que je donne assez fréquemment sur la métropole bordelaise, une ville qui a été quand même très favorable au développement des aires piétonnes et de la promotion du vélo, c'est par exemple la ville de Bordeaux. Et comme vous le savez, depuis une année, donc c'est une ville écologiste, donc avec comme maire Pierre Urmic, mais précédemment c'était une ville avec Monsieur Juppé comme maire, et Monsieur Juppé avait impulsé dès le début des années 2000 justement cette dynamique de ville 30 en faveur de la marche et du cycle. Donc on voit bien que c'est pas du tout une mesure dogmatique, et c'est pas du tout une mesure uniquement axée sur la transition écolique. C'est pas ce que je dis. Sur des enjeux de sécurité routière et de partage de la voirie. Je ne parle pas de dogmatisme, mais je ne parle d'angle de vue, quoi. C'est vrai que c'est plus une préoccupation des écologistes. C'est une mesure de bon sens, en fait. C'est une mesure de bon sens. Si on prend par exemple la ville de Bègles, alors effectivement, ça peut paraître impressionnant de passer la ville entièrement à 30 km/h, mais quand on prend du recul, on doit avoir 80% ou 90% des rues qui font 4 ou 5 mètres de large, avec 2 mètres dédiés au stationnement. On est en double sens de circulation. Donc, techniquement, en fait, c'est impossible de rouler au-dessus de 40 km/h. Les gens qui circulent sur Bègles, avant même, roulaient entre 30 et 40 km/h naturellement, alors que les limitations étaient à 50 km/h. Je suis forcé de faire le parallèle. Ce n'est pas du tout le cas de Paris, par exemple, qui va être entièrement à 30 km/h sur tous ces axes, même des axes à 6 voies, même des rues en sens unique. Alors, ce qui est sûr, c'est comme je le disais avant, tout n'est pas duplicable partout. Il faut, en fait, la logique de base, c'est que pour qu'une ville passe à 30 ou une zone passe à 30, il faut que les automobilistes roulent naturellement à 30 km/h. Et nous, c'est pour ça qu'on est justement passé en ville 30, parce que 80% de la ville se prêtait naturellement à 30 km/h. Et en gros, les 20% des axes restants, l'objectif justement, c'est de jouer sur l'aménagement, donc mettre des surélévations, des chicanes, mettre de la végétalisation, voilà, pour jouer sur l'ambiance
pour que justement derrière ça incite naturellement les gens à rouler à 30 km/h. Mais si je comprends bien, c'est pas duplicable partout. Vous êtes beaucoup plus dubitatif sur des métropoles de la taille de Paris avec des axes extrêmement différents et divers. C'est à voir au cas par cas. Là, c'est un cas particulier, mais qui fera date quand même, hein, parce que tout le centre-ville de Paris, en dehors du boulevard périphérique et du bois de Boulogne, me semble-t-il, est maintenant à 30 km/h sur des axes qui ont déjà été extrêmement équipés de pistes cyclables. D'ailleurs, les travaux continuent en ce moment même. Hein. Et vous Laisse-le répondre. Allez-y. Oui, je vous écoute, Pierre Ouellet. Moi, ce que je vois aussi, c'est que ce que fait la ville de Paris, justement, je trouve que c'est ambitieux et il faut les accompagner sur cette démarche, parce qu'il y a déjà d'autres grandes métropoles européennes, même je pense à d'autres pays anglo-saxons ailleurs sur la planète, qui sont déjà passés aux 30 km/h, mais il y a... Ou l'Espagne, qui a largement... L'Espagne, il y a la Belgique aussi, notamment Bruxelles. Moi, je pense aussi à la ville de Londres, je pense à des villes allemandes, autrichiennes, je pense à des villes en Australie, mais comme vous disiez là, exactement, l'Espagne... On est sur des villes, des très grandes villes qui sont passées en ville 30. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'Espagne, c'est le pays où il y a le plus de marches en Europe. Et quand on sait, par exemple, que les 2/3 des déplacements en milieu urbain, ils font en dessous de 3 km, on peut, alors pas forcément faire de la marche sur 3 km, mais on peut au moins faire du vélo sur 3 km. 3 km, c'est 10 minutes à vélo. Est-ce que le ralentissement donc de la limite, la baisse de la limite à 30 km/h vous oblige à penser à de nouveaux moyens de transport en ville, et notamment des transports en commun, mettre à disposition de nouvelles formules ? Effectivement, alors tout à l'heure vous parliez des axes les plus structurants. Si l'objectif c'est de passer à 30 km/h, on peut effectivement reprendre un peu de place à la voiture pour la dédier au transport collectif, pour inciter par exemple au report modal. Donc pour avoir par exemple un site propre pour les bus, pour jouer sur la régularité et la fréquence des bus et leur vitesse commerciale. On peut aussi reprendre un tout petit peu de place pour mettre des pistes cyclables ou élargir les espaces piétons. Ensuite, là, tout à l'heure, on parlait d'enjeux de sécurité routière et de meilleur partage de la voirie. Mais contrairement à l'idée qu'on peut avoir initialement, il y a aussi un enjeu de fluidité de la circulation. En fait, quand on abaisse la vitesse des véhicules motorisés, paradoxalement, ça fluidifie justement cette circulation. Et on retrouve un peu cette logique-là sur le périphérique à Paris, sur la rocade sur Bordeaux Métropole. Oui, si on n'ampute pas les voies en même temps, les voies de circulation, hein, comme c'est le cas à Paris sur de nombreux axes. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans une minute pour poser la question à Daniel Quérault, qui vient de nous rejoindre, le président de l'association 40 millions d'automobilistes. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait du même avis. Sud Radio, question d'été. La question d'été, c'est de savoir si vous êtes prêts à ce que toutes les villes de France soient ramenées dans leur limitation à 30 km/h en centre-ville. 21% de oui, 79% de non. Ça bouge pas. Il y a 1/5 de ces Français qui ont cette conscience sans doute écologique plus poussée que les autres et qui sont d'accord pour freiner en centre-ville, mais la grande majorité, on le voit bien, n'est pas prête à cela. Avec nous en ligne, Daniel Quérault, le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Daniel Quérault. Oui, bonjour. Ouais, on entendait évidemment Pierre Ouellet, vous écoutiez ce qu'il disait. Oui, on a l'impression que c'est un très beau cadeau de rentrée pour les cyclistes, les piétons, les mairies écologistes et les électeurs qui vont avec. Mais en revanche, pour les automobilistes, qui représentent quand même la grande majorité des Français, c'est une catastrophe, ou est-ce qu'il faut tempérer ? Je comprends surtout que ce maire écologiste de Bègles soit mal à l'aise. Soit mal à l'aise pour commenter la décision de Paris, puisque c'est une décision politique parfaitement irrationnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le 30 km/h est une aberration écologique. Donc, que ce soit les écologistes qui prennent ce type de mesures, vous reprenez le rapport du CEREMA, qui est un organisme public que chacun connaît, qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On vous dit qu'à 30 km/h, on émet 18% de dioxyde de carbone de plus qu'à 50 km/h. Pourquoi ? Parce qu'on est à bas régime ? Absolument. Pour ceux qui connaissent la technologie des moteurs. Oui, c'est ça. Tout ne brûle pas, quand on est à bas régime. Donc, pour le CO2, quand on est à 50, on en émet 164 grammes. Quand on est à 30, on en émet 195 grammes. Et c'est à 70 qu'on émet le moins de particules fines. Ça reste stable entre 50 et 90 et ça augmente fortement en dessous. Donc, vous voyez, cette aberration écologique,
c'est quand même curieux Oui, que ce soit des maires écologistes qui prennent ce type de décision. Daniel Quérault, Pierre Wallet nous disait que clairement, c'est fait pour dissuader les automobilistes de venir en centre-ville et donc de favoriser le cycle et la marche. Je dirais que finalement, nous, on n'est pas contre les rues à 30 km/h, mais ça doit être fait en fonction de la largeur des routes. On ne peut pas traiter une rue étroite comme une rue de largeur moyenne ou une grande avenue. Parce que finalement, c'est mettre tout le monde dans le même costume alors que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. En plus, en termes de sécurité routière, c'est aussi aberrant parce que quand vous avez une grande avenue, vous étiez à 50, vous voyez un moment un passage à 30, vous aviez une alerte, vous allez ralentir. Alors que si vous êtes toujours à 30, et en plus, quand vous n'avez pas de voiture, essayez de rouler sur une grande avenue la nuit ou quand il n'y a personne à 30 km/h, vous n'y arrivez pas. Donc ce ne sera pas respecté. Sans compter qu'on a l'œil sur le compteur pour ne pas se faire choper. Tout ça, c'est une aberration et c'est la politique. Pierre Wallet, pour revenir à votre expérience, puisque ça fait 2 ans que la ville de Bègles a généralisé cette vitesse à 30 km/h en centre-ville, quels sont les effets de cette mesure sur les habitants en matière écologique, en matière de sécurité routière, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent au bout de 2 ans d'expérimentation ? Alors, concrètement, on a évalué avec le CEREMA, justement, dont vous parliez, monsieur, le passage de la ville de Bègles en ville 30, entre quelques mois avant, quelques mois après et 1 an après. Alors, effectivement, l'objectif, c'était pas non plus de gagner 20 km/h du jour au lendemain. C'est pas ce qu'on a fait, dans la mesure où ça incite des réaménagements de voirie, et ça, on le fait au fur et à mesure du temps, parce que ça coûte de l'argent. Donc, en gros, juste avec la communication... Excusez-moi, Pierre Wallet, mais je vous coupe parce que, si j'ai bien compris, on ne peut pas imaginer passer à 30 km/h si on ne réduit pas les voies, si on ne fait pas des chicanes. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, quand on passe en ville 30, ou en zone 30, il faut que la rue incite naturellement à rouler à 30. Et les villes qui passent là-dessus, ça veut dire aussi qu'elles ont 80% de leur réseau de voirie qui passe naturellement à 30. Et ce qu'il faut retenir aussi, et je pense que les gens ne le savent pas ou l'ont pas forcément bien compris, c'est que quand une ville passe à 30, c'est pas 100% de la voirie qui passe à 30. Hein. Alors nous, on a fait ce choix-là à Bègles. Sauf à Paris, hein. Mais non, ça ne sera pas 100% des voies à Paris. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une ville 30, vous allez avoir 80 ou 90% du réseau routier à 30 km/h. Oui, c'est quasi tout. Les axes structurants, les plus gros axes structurants, soit ils vont effectivement passer à 30 km/h, mais ça nécessitera un réaménagement de voirie, soit ils ne passeront pas à 30 km/h. Et c'est logique aussi, il faut des artères pour drainer la ville, quelle que soit sa taille. Enfin, Paris a fait le choix que ce soit le périphérique, c'est-à-dire que les voitures ne rentrent plus en centre-ville, mais contournent. Quand on peut le faire, j'imagine que, évidemment, c'est une solution. Il y a d'autres solutions que la ville 30. Là, ça sera la question des zones à faible émission, avec tout ce qui est effectivement pollution. Et je voulais juste revenir sur l'enjeu écologique dont parlait le monsieur juste avant. Alors, comme je le redis, la ville 30, c'est surtout un enjeu de sécurité routière et un enjeu d'apaisement de l'espace public. Ensuite, il y a évidemment un enjeu de transition écologique. Vous parliez effectivement, et moi aussi, du report modal vers les transports collectifs, la marche et le vélo. Mais au-delà, en fait, vous parliez d'une étude du CEREMA. C'est assez drôle parce qu'en fait, j'y travaille au CEREMA et je travaillais justement sur les questions de mobilité. Alors effectivement, si on s'intéresse aux moteurs, ils sont construits pour rouler à 50 km/h. Et ils polluent plus à 30 km/h. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a... on pollue. C'est pas le moteur qui fait tout en termes de pollution. Il y a aussi la conduite de l'automobiliste. Et justement, quand on réaménage la voirie, c'est pour fluidifier la circulation, pour qu'il y ait moins d'à-coups. Et justement, les études montrent que lorsqu'on diminue la circulation, ça pollue moins parce qu'on a une éco-conduite, en fait. Oui. Ok, Pierre, Daniel Quérault, je suppose que votre avis diverge, mais j'aimerais avoir... Excusez-moi. Il y a plus de l'affirmation que de la réalité. Je crois qu'il faut quand même, quand on connaît bien le fonctionnement d'un moteur thermique, on peut pas nier que quand on roule plus bas, quand on est au ralenti, c'est là qu'on roule c'est là qu'on pollue le plus. Il faudrait plutôt fluidifier la circulation, comme le disait ce monsieur. Mais par exemple, si vous prenez Paris, Madame Hidalgo a tout fait pour engorger Paris, pour dissuader les automobilistes de venir. Oui, c'est ça. Finalement, on a moins de voitures, mais plus de pollution. Mais j'aimerais me pencher sur une autre question, parce qu'il y a certes la pollution, mais il y a aussi l'accidentologie. Est-ce qu'il est prouvé, Daniel Quérault, qu'à 30, on est beaucoup moins dangereux qu'à 50 ? Bah écoute, un usager vulnérable, c'est vrai. Si on touche un piéton à 30 ou à 50, il y a une différence. Elle n'est pas forcément importante, mais il y a une différence. Mais distance de freinage. Il y a une différence énorme entre un choc à 4... Attendez, ne parlez pas en même temps.
Si vous regardez les accidents graves à Paris, c'est souvent la nuit d'ailleurs. Donc je ne pense pas qu'à Paris, il y a des moments où on ne roule pas à 30 km/h. Donc finalement, on peut rouler à 30 km/h quand il y a moins de circulation. Il y a aussi moins de piétons et moins de vélos. Dans les petites rues. Ça n'aura pas d'influence sur la sécurité routière, on le sait très bien. Donc c'est d'abord une décision politique, c'est ça, finalement. Et vous citiez un certain nombre de grandes villes comme Londres, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont moins pollués aujourd'hui? Non. On veut simplement chasser par idéologie les voitures des villes. Je ne dis pas que la place de la voiture ne doit pas être régulée, mais là, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. On a regardé pendant la pandémie, l'usage de l'automobile s'est accentué. Donc, oui, et notamment les professionnels, voilà. ceux qui sont en livraison ou qui font de la maintenance, qui sont obligés. Est-ce qu'on veut faire d'une ville comme Paris une ville musée et un désert économique? Vous voyez, Éric Piolle, je l'ai regardé tout à l'heure, le maire de Grenoble, qui a essayé de virer les voitures de Grenoble, ça a diminué de 9%. Ça veut dire que c'est incompressible à un moment. Il faut quand même rester logique. Ce qu'il faut, c'est favoriser la cohabitation entre les différents modes de transport. On n'est pas pour tout automobile, mais il faut offrir des solutions. Si les gens prennent leur automobile, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Les gens ne vont pas par plaisir dans les embouteillages. Donc, il faut apporter des solutions pour que le trafic dans les villes se réduise d'autant. Pierre Wallet, excusez-moi. On ne pas par des mesures coercitives. Pierre Wallet qui va devoir nous quitter. Oui. Pierre Wallet, un dernier mot. Lorsqu'on parle d'accidentologie, est-ce qu'elle n'est pas le fait aussi de tous ces nouveaux transports que sont les trottinettes, les cyclistes en plus grand nombre, avec parfois une méconnaissance du code de la route, et donc on les protège en évitant les voitures au lieu de les éduquer? Effectivement, dans le cadre de changement de mode de fonctionnement, il y a forcément une période d'adaptation. Ensuite, le fait de passer à 30 km/h, justement, c'est pour apaiser les usages et avoir un meilleur partage de la voirie. Donc l'objectif, c'est quand même d'assurer la sécurité routière de tous les modes de déplacement, y compris aussi pour les automobilistes. Juste avant, là, on parlait d'accidents à 50 et à 30 km/h. Je vous redonne les chiffres. Si on a un choc avec un piéton à 80 à 50 km/h, on a 80% de risque de décès. Si on a un choc à 30 km/h, on passe à 15% de risque de décès. Oui, mais enfin, on freine généralement avant. C'est rare qu'on rentre dans un piéton à pleine vitesse. Oui, mais il y a la distance de freinage, etc. Il y a la distance de freinage, effectivement. Oui, évidemment. Mais là, je vous montre juste les chiffres à 50 et à 30 qui montrent bien qu'il y a un gap énorme sur l'impact entre le 50 et le 30. Oui, je suis d'accord. Mais ce que vous disiez également, Pierre Wallet, c'est que tout cela, en fait, ne confine qu'à un nouveau partage de la chaussée. Pour autant, il faudrait que chacun respecte le code de la route. On a eu un débat sur moto contre cycle en cycle urbain. Ça n'est pas encore réglé. Vous êtes pour une transition douce en quelque sorte, mais ça passe par le 30 km/h dans votre mairie. Sur notre commune, ça passe par le 30 km/h, effectivement, pour que chaque usager soit respecté en fonction du mode de déplacement qu'il a. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'au-delà du code de la route, il y a une règle qui est hyper simple dans la législation, c'est le respect de l'usager le plus vulnérable. Donc ça veut dire que la personne à mobilité réduite doit être plus respectée que le piéton, lui-même plus respecté que le cycliste, lui-même plus respecté que le deux roues motorisé et que la voiture et que le camion. C'est la règle numéro 1 et c'est dans ce sens-là qu'il y a de nombreuses villes, qu'elles soient écologistes ou non, qui s'engagent sur le 30 km/h. Eh ben, dites donc, avec ça c'est simple. Alors Daniel Quérault, oui, c'est un peu un grand panier dans lequel on met tout cela. Mais qu'est-ce que vous, de votre côté, vous seriez prêt à accepter au nom des automobilistes, en fait, parce que cette transition, elle est nécessaire. Ça ne me gêne pas que certaines rues soient à 30 km/h. Parce que naturellement, elles le sont, on va dire. Mais c'est la généralisation. Si vous voulez, c'est toujours enfermé dans le même costume des situations différentes. Et ça, c'est incompréhensible par l'usager. Si on regarde la sécurité à Paris, mais moi qui suis piéton aussi à Paris très souvent, quand je marche sur un trottoir à Paris, mais c'est devenu la jungle. Vous trouvez des vélos, vous trouvez des trottinettes, vous trouvez des engins roulants électriques. C'est la jungle. Vous trouvez des travaux aussi, beaucoup. Et beaucoup de travaux, dit Éléonore. Sur un trottoir à Paris que dans la rue aujourd'hui. C'est ça qui est infernal. Vous voulez dire qu'on prend moins de risques sur la chaussée que sur le trottoir? Mais oui, il n'y a plus d'agents qui font la circulation routière. Donc, quand il y a des règles, il faut les faire respecter. Mais pour les faire respecter, il faut qu'il y ait des moyens pour cela. Et ce n'est pas le cas à Paris. C'est devenu une espèce de jungle. Donc, on voit bien que ces décisions sont d'abord
des décisions politiques irrationnelles et qui ne tiennent pas compte des réalités. Alors, donc, offrir aussi des solutions de transport. Si les gens viennent à Paris en voiture, c'est qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Bon, moi, je ne vais pas à Paris par plaisir en voiture quand il y a des embouteillages. C'est que pour moi, c'est compliqué. J'habite dans la banlieue de Paris. Donc, finalement, c'est 2 millions d'habitants au milieu d'une région de 12 millions qui dictent des règles à l'ensemble de ces 12 millions qui souvent... c'est le côté jacobin, toujours. Hein. Effectivement. Pierre Wallet, avant de se quitter, moi, je vous raconte une petite anecdote personnelle. Hein. Ce matin, moi, je viens en 2 roues. Un automobiliste m'a volé la priorité à droite. Je l'ai rattrapé. Je lui ai dit gentiment. Et en fait, je me suis fait engueuler. Ouais, ta gueule, ça. Donc, parce qu'il était en train, en fait, de taper sur son portable, hein, de l'autre main. On voit bien que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que faire respecter le code de la route aujourd'hui, dans une municipalité comme la vôtre notamment. Quelles sont les mesures à prendre pour que chacun puisse se conformer aux règles qui sont celles de tous sur la chaussée? La règle numéro 1, c'est inciter naturellement les gens à rouler à 30 km/h. Comme ça, il n'y a pas besoin de sensibilisation, il n'y a pas besoin de contrôle. Enfin, comme je le disais, sur notre commune... Quand vous brûlez une priorité à 30 km/h, elle reste quand même brûlée, et souvent à vélo. Hein. Souvent, les vélos ne respectent pas les feux rouges parce qu'il y a une tolérance, parce qu'ils n'ont pas de plaque. Donc, ça va être très difficile d'harmoniser. Il y a des mesures qui permettent les cyclistes de passer au feu rouge. Ça s'appelle les panonceaux céder le passage. Donc, quelquefois, les cyclistes sont dans leur droit. Hein. Oui, puis parfois, il y a aussi des motos et des voitures qui sont dans le sas vélo, alors que le sas vélo, par définition, c'est fait pour les vélos, quoi. Exactement, ouais. Bon. Oui, c'est pour ça que c'est très difficile d'harmoniser. Et est-ce que, d'après vous, Daniel Quérault, le 30 km/h est une sorte de pis-aller, quoi, une sorte d'harmonisation par la vitesse? Non, je crois que c'est d'abord une mesure idéologique. Après, il faut organiser un peu la circulation. Mais oui, mais excusez-moi, mais idéologique, quand on voit que 80% de nos auditeurs, et je suppose qu'en France, ils ne doivent pas être nombreux à vouloir le 30 km/h, sont contre, est-ce que c'est une mesure qui est payante? Vous savez, si on regarde de manière générale les comportements des Français aujourd'hui, vous avez vu les dernières élections, ils n'ont pas été votés. Parce qu'ils se disent finalement, on va voter, ça ne sert à rien, ce sont les ONG. On nous écoute pas, quoi. Ouais. Ce sont les ONG qui dictent les mesures au gouvernement, ce sont les minorités écolos et autres qui disent que les mesures au gouvernement, à quoi ça sert d'aller voter? Donc à un moment donné, si vous voulez, quand on commence de la coercition partout et tout le temps sur tous les sujets, vous allez voir les ZFE, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des gilets jaunes puissance 10. Donc si on veut organiser des révolutions sans trouver de solution, il faut continuer dans cette voie-là. J'ai entendu dire que quel que soit le candidat ou la candidate au présidentiel, s'il mettait à son programme la fin du permis à points, il serait sûr de remporter les élections. C'est votre avis, Daniel Quérault? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il arrive un moment où trop c'est trop. Vous savez, quand vous tirez toujours sur la même ficelle, hein, donc là on a trouvé une ficelle, on croit qu'elle est bonne, on tire, et à un moment ça casse. Oui, mais c'est ce sentiment que ça laisse, pourvu que ça ne soit pas la chaîne de vélo. Merci Pierre Wallet, parce qu'on a bien compris que, en tout cas, du côté de Bègles, ça fonctionne et que vos administrés sont plutôt contents des mesures. Mais c'est une petite ville, hein, c'est pas l'échelle de Paris. 30 000 habitants. 30 000 habitants, c'est difficile effectivement de le mettre à la même échelle que l'agglomération parisienne. Merci Daniel Quérault. On vous rappellera pour voir quel est l'avis des automobilistes, parce que c'est beaucoup de bon sens, beaucoup de généralité, mais c'est aussi ce qui sous-tend nos vies, hein, nos vies d'usagers, en tout cas de la route. Merci, bonne journée à vous.